Madame, Monsieur, bonsoir, très heureux d'être avec vous. Bienvenue dans ce 19h. Voici les titres de l'essentiel de l'actualité. Dans ce journal, les difficultés à percevoir leurs indemnités de formation. Je vous parle des stagiaires ambulanciers qui ont commencé dans l'île leur formation. Cela fait déjà quelques semaines que ce parcours est entamé. On fait le point sur ces lourdeurs administratives. Un peu plus de légèreté avec le retour des derniers étudiants qui étaient partis en mer à bord du Marion Dufresne. Ils viennent de regagner la Réunion après une tournée en mer de plusieurs semaines. Une mission scientifique pour ces étudiants ultramarins et dont on fera le bilan. Et puis de la musique du reggae dans ce 19h avec l'artiste Tikenja Fakoli qui est en tournée dans l'île cette semaine. Du reggae conscient, engagé et revendicateur comme il sait le faire d'année en année. Il est l'invité de cette édition. On se retrouve tout à l'heure sur ce plateau. C'est la galère pour une vingtaine d'adultes demandeurs d'emploi inscrits à la première session du diplôme d'état d'ambulancier. Une galère pour toucher leurs indemnités de formation qui se déroulent dans le département. De leur côté, les organisateurs et financeurs cherchent à résoudre rapidement le problème. Hachim Saïd Hachim, Hassadi Razafitsehen. Ces adultes demandeurs d'emploi en formation au métier d'ambulancier dénoncent leur mal-être. Depuis 4 mois, ils attendent leur indemnité. D'autres en activité ont délaissé leur emploi pour intégrer cette formation. J'ai été retenu pour la formation. J'étais obligé de revenir et d'abandonner ma famille dans une terre qui n'est pas la leur. Donc ça vous fait 2 loyers? Ça me fait 2 loyers, 2 factures, 2 courses, enfin le double de tout. Avant de commencer la formation, on nous a bien rassuré que tout va bien se passer, alors que derrière, en fait, ce n'est pas le cas. On ne va pas accuser qui est qui, on ne sait pas, mais nous, ce qu'on demande, en fait, c'est que juste quelqu'un qui nous prend en charge, qui nous rassure réellement. Il y a des gens qui ont des charges, en fait, et on n'a pas de réponse concernant ça. Ce qu'on aimerait, c'est que les responsables, les gens qui sont responsables de tout ça, qui viennent ici et qui nous expliquent la situation. Pas en règle au niveau des documents à fournir, faute d'être informés, mais aussi une complexité administrative dès le départ, conséquence de ces retards de paiement. C'était la première fois, en fin de compte, où pour Mayotte, on faisait ce type de formation. Et donc, du coup, on a découvert au fur et à mesure un petit peu comment ça se passait. Et donc, avec des éléments administratifs qui nous manquaient, comme par exemple à quelle date ils avaient été inscrits au Pôle emploi et cet impératif qu'ils soient inscrits au Pôle emploi pour entrer en formation et pour bénéficier de l'allocation. Ensuite, l'attestation de sécurité sociale, leur RIB, etc. Une incompréhension totale à laquelle l'ensemble des partenaires s'engagent à résoudre rapidement avec l'agence de services et de paiement. On est en relation avec la personne de l'ASP qui est disponible aussi pour nous pour débloquer cette situation. Donc la situation pour nous administrativement, ensuite pour qu'il soit payé, on va voir avec l'ASP pour qu'elle se soit débloquée. Malgré ce problème de paiement, tout se passe bien, la formation continue avec le sourire. Elle sera validée par le DEA, diplôme d'état d'ambulancier, dans 1 mois. On parle maintenant des risques de chute et autres accidents à domicile qui sont courants chez les personnes âgées. À Mangajou, l'association CASA a trouvé la solution pour leur venir en aide à tout moment de la journée et de la nuit par téléassistance. Ils sont une trentaine de personnes à avoir reçu des mains de l'association leur boîtier d'appel d'urgence. Une association qui ambitionne d'équiper 250 personnes âgées sur l'ensemble de l'île. À ce propos, écoutons les précisions sur le fonctionnement de ce dispositif avec Vincent Patouma, directeur technique de l'association Casa Service 976 Mayotte. Il est au micro de Daniel Abdou. Alors, en fait, ce petit boîtier vous permettra d'être en contact avec notre plateforme qui intervient en H24, 7 jours sur 7, pour pouvoir vous apporter une aide, une écoute et une mise en relation avec un membre de votre famille, quel que soit l'endroit où il se trouve. Donc nous pourrons également faire une conférence avec un médecin, une conférence avec un membre de votre famille, tout ça en toute sérénité et sans trop de boutons à appuyer. Il suffit d'appuyer sur le bouton bleu que vous voyez ici. Ce bouton va envoyer un appel sur la plateforme
Un agent répond, cet agent a accès à une interface de gestion, c'est-à-dire un logiciel sur lequel on a déjà paramétré les coordonnées de chaque intervenant, que ce soit le frère, la sœur, la tante, que ce soit le médecin traitant, le kiné ou bien évidemment l'aide à domicile, pour pouvoir venir faire ce qu'on appelle la levée de doute, c'est-à-dire la personne se déplace et la plateforme lui demande d'intervenir sur site au domicile de la personne qui détient ce petit boîtier et pour faire ce qu'on appelle le lever de doute. Par la suite et en même temps, la plateforme se permettra de faire une régulation avec le centre 15 pour voir un médecin pour lui expliquer un petit peu le cas de la personne quand le bouton a été appuyé. Et on reparle de la mission d'étudiants à bord du Marion Dufresne dans le cadre d'un projet scientifique dans l'océan Indien. Partis de la Réunion, ils ont rejoint Mayotte en passant par les îles Éparses. Un voyage en mer d'1 mois. 75 étudiants ultramarins ont pris conscience des richesses de l'océan. Ceux de Mayotte sont rentrés en fin de semaine dernière. Quant aux derniers apprentis marins, ils viennent de retrouver la terre ferme au grand port de la Réunion. Céline Lachimi, Alix Catherine. C'est avec un pincement au cœur et des étoiles plein les yeux que les jeunes scientifiques se font leurs adieux. Magali et Mouna rentrent chez elles. Toutes deux étaient à bord du Marion Dufresne pour cette expédition d'1 mois. Leur esprit semble encore flotter sur l'océan. J'en garde un souvenir exceptionnel et avec vraiment la conviction que ce genre d'expérience doit être répété, doit être reproduit. Et voilà, génial. Ça fait des super potes, des super connaissances et l'équipage était incroyable, les scientifiques étaient incroyables. Enfin voilà, c'est difficile de trouver les mots pour décrire tout ça. C'était une expérience formidable, très unique. J'ai beaucoup appris tant sur le plan pédagogique mais surtout humain. C'était vraiment très précieux d'avoir un peu cette relation privilégiée avec les scientifiques à bord. Une aventure inédite pédagogique où les jeunes n'ont pas eu le temps de s'ennuyer. Il n'y avait pas de place pour la routine. Donc il y avait plein de manipulations à bord, des dragues à roches qui nous permettaient d'extraire les cailloux en fond des océans, donc par 1000 mètres de fond voire plus. La CTD qui permettait de faire des profils dans la colonne d'eau. Pour l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, ce voyage effectué aux côtés de chercheurs, de scientifiques ou encore d'ingénieurs a permis aux jeunes d'échanger avec des professionnels tout en leur faisant prendre conscience des richesses de l'océan. Il y avait cette mission de surveillance de Fanny Maoré, le volcan sous-marin de Mayotte. Et donc là, on a couplé ce deuxième leg de l'école bleue Outre-mer avec une véritable mission de surveillance de la volcanologie, de la sismologie au large de Mayotte, avec des chercheurs qui étaient là pour faire quelque chose qui était prévu de longue date, puisqu'on surveille ce volcan tous les ans. Autre objectif de l'école flottante, susciter des vocations chez les jeunes ultramarins. Les Outre-mer sont porteurs de 98% de la surface maritime française. Et nous trouvons que les jeunes ultramarins ont trop le dos tourné à la mer. Et nous voulons leur donner l'occasion de se dire que la mer, l'océan, c'est pour eux un avenir désirable et qu'on peut y faire des tas de métiers formidables. De la Réunion à Mayotte, en passant par les îles Éparses, aux Glorieuses, ils n'avaient jamais vu un sable aussi beau, aussi pur, aussi blanc. De belles images, séquence musique dans ce journal. Il est à Mayotte pour 2 concerts qu'il va assurer au nord et au sud ce week-end. Le reggaeman Tiken Jah Fakoly est donc arrivé dans l'île en début de semaine. Artiste engagé au message fort de prise de conscience, de mobilisation, de revendication ou encore de fraternité. Gardien du reggae, infatigable militant contre l'injustice, l'oppression et la misère. L'artiste ivoirien nous revient parmi nous dans l'île au parfum. Et ce soir, il nous fait le plaisir d'être sur notre plateau. Mais avant de s'entretenir avec lui, voici pour vous un extrait de l'un de ses morceaux phares. Tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Et nous les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Rien ne tombera du ciel. Se battre
Tikenja Fakoli, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous présente souvent comme la voix des sans-voix. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette présentation? Oui, je me reconnais dans cette présentation parce que je fais du reggae. Et le reggae a toujours pris position pour les sans-voix, c'est-à-dire la majorité qui a envie de s'exprimer et qui n'a pas la possibilité de le faire. Depuis Bob Marley, le reggae a décidé de prendre ce chemin-là. Donc voilà, moi, effectivement, ce n'est pas un titre que je me suis donné, mais ce sont mes fans, c'est le public qui m'a donné ce nom-là, en fonction, sinon par rapport à ma musique, par rapport à mes messages. D'ailleurs, c'est l'un des fondements du reggae, c'est-à-dire porter au plus haut sommet les messages, en tout cas, et les revendications des personnes qui souffrent. C'est ça. C'est la mission du reggae, c'est-à-dire faire passer le message du ghetto aux décideurs. Faire passer le message, défendre ceux qui n'ont pas la possibilité de se défendre, dénoncer les injustices, les inégalités, éveiller les consciences. Alors, cela fait plusieurs années, plusieurs décennies même, que vous avez commencé votre carrière d'artiste reggae. Est-ce que ces messages, justement, que vous adressez aux politiciens, aux décideurs, aux financeurs, est-ce que ces messages ont apporté des résultats concrets? Ce que je sais, c'est que ces messages ont contribué à réveiller la jeunesse africaine. Et donc, maintenant, est-ce que nous sommes écoutés par les décideurs? Je ne pense pas. Sinon, les choses auraient changé tout de suite. Mais de toute façon, moi, je dis, c'est quand le peuple va décider de pousser les décideurs à changer de comportement que ça va changer. Et donc, moi, je compte beaucoup sur l'éducation. C'est-à-dire, voilà, parce que vous savez, dans le cas de l'Afrique, par exemple, la majorité de la population ne sait ni lire ni écrire. Donc, elle est facile à manipuler. Et donc, les politiciens continuent de manipuler. Donc, mais nous, ce que nous faisons avec le reggae, c'est en tout cas porter le message du peuple aux décideurs, tout en espérant que le décideur puisse nous écouter. Mais ce que je sais, c'est que depuis qu'on a commencé à chanter, il y a plus de 20 ans, on voit que la jeunesse est de plus en plus réveillée. Alors, vous parlez des décideurs. Là, vous parlez de la jeunesse, et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour revenir sur votre dernier single, Où est-ce que tu vas, qui annonce d'ailleurs votre prochain album qui devrait sortir en automne, c'est bien ça. Et à travers ce morceau, vous interpellez vos compatriotes africains, notamment sur la tragédie des traversées en Méditerranée. Exactement. Vous savez, la Méditerranée est devenue l'un des plus grands cimetières de la jeunesse africaine. Et moi, à travers ce morceau, j'ai dit aux jeunes, vous avez le droit d'aller chez les Blancs, parce que les Blancs ils viennent chez nous. Vous avez le droit d'aller en Occident, parce que les Occidentaux viennent chez nous. Mais il faut savoir que c'est dangereux. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de dangers sur la route, et que si vous tentez l'aventure, vous risquez de ne pas revenir. Vous savez, au Mali, il y a un village de 1000 habitants qui a perdu 32 jeunes dans un naufrage. Et ça a été le deuil total dans ce village. Et c'est quand j'ai appris cette histoire, d'ailleurs, que j'ai eu l'inspiration de cette chanson. J'ai dit aux jeunes, où est-ce que tu vas? Est-ce que toi-même, tu sais où tu vas? Parce que c'est très dangereux. Évidemment, il y en a qui arrivent à passer, qui arrivent à réussir. Mais c'est important qu'ils sachent qu'il y a un danger sur la route. Alors, on en vient à votre venue à Mayotte. Vous êtes de retour à Mayotte, ce n'est pas la première fois que vous venez ici. Cette fois-ci, dans quelle configuration s'inscrit votre tournée à Mayotte? Qu'est-ce qui va se passer? Disons, je suis en tournée mondiale après le Covid. Vous savez, on a été stoppé en 2019. Donc, je suis là dans le cadre de l'étape de Mayotte, donc pour 2 concerts à Bouéni et à Amjago, donc vendredi et samedi. Et donc, ce sont les 2 étapes de Mayotte. Donc, ceux qui veulent nous voir en concert, c'est là. Sinon, il y a beaucoup de dates. Enfin, on va partir. Ce n'est pas maintenant qu'on va revenir ici, en tout cas. Tikenja Fakoli, merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau pour répondre à nos questions. Merci. C'est moi. Merci.
Dans la région, pour terminer en beauté, faisons escale cette fois sur l'île de Zanzibar. Une île qui a la particularité d'avoir beaucoup de similitudes avec Mayotte, Zanzibar, qui reste connue notamment pour ses plages paradisiaques et ses magnifiques fonds marins. Un masque, un tuba, et vous voilà dans le monde de Nemo, en bonne compagnie de Nicolas Bertrand et Kylian Moreau. À Zanzibar, l'attraction principale est sans aucun doute l'océan Indien. Son eau translucide et ses plages de sable blanc bordées de cocotiers. Mais ce qui attire beaucoup de monde ici, c'est aussi ce qui se passe sous la surface. Les récifs coralliens de Zanzibar sont parmi les plus abondants au monde, avec plus de 500 espèces marines. Des plus étonnantes aux plus connues. Et la superstar de Zanzibar, c'est lui. Des milliers de dauphins vivent ici et viennent chaque jour jouer avec les bateaux. Les dauphins aiment jouer dans cette région. Ils savent exactement où les plongeurs vont. Ils sont très amicaux, comme vous pouvez le voir. On est très fiers des dauphins ici. Ce paradis sous-marin est en danger. Comme dans beaucoup d'autres endroits de la planète, les coraux se meurent à cause de la hausse des températures et du tourisme de masse. Alors, Simon Delma tente d'inverser la tendance. On va à la nurserie, on va faire du nettoyage et regarder nos bébés. Ce Français qui dirige 2 hôtels à Zanzibar a créé une nurserie pour coraux. Et il a mobilisé des jeunes du coin pour l'aider à l'entretenir. Mais il a d'abord fallu leur apprendre à plonger. J'avais peur au début, mais maintenant je suis plus rassuré parce qu'on vient plonger régulièrement. Et voici la nurserie. Sur ces structures en métal, Simon et son équipe ont attaché des morceaux de coraux qui avaient été abîmés. Il faut plusieurs mois et beaucoup de soins pour que les coraux grandissent et puissent être replantés s'ils survivent. Pour Simon, il s'agit aussi de montrer que le tourisme peut avoir un impact positif. Depuis des années, Zanzibar se développe à une vitesse grand V, mais par contre les pratiques ne sont pas toujours les meilleures. C'est comme ça qu'est venue l'idée de ce projet. Zanzibar s'est imposé comme un des hauts lieux de la plongée grand public dans le monde. Alors qu'il n'y avait que 2 centres de plongée dans l'archipel il y a 20 ans, aujourd'hui il y en a une trentaine pour répondre à une demande qui ne cesse de grandir. Très beau Zanzibar, et voilà qui met un terme à ce journal. Merci pour toute votre attention. On se retrouve demain 19h pour toute l'actualité. Belle soirée.